chef-d'œuvre. Depuis sa sortie, Cyberpunk Edge Runners est associé à ce mot. Considéré comme un anime parfait par beaucoup, une pépite de l'animation japonaise et des notes moyennes de 4,9 sur 5. Mais est-ce vraiment mérité? N'est-il pas un peu surcoté? Et si au final, il n'existait que pour faire la promotion de son jeu vidéo? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en nous aidant d'un barème, qui nous permettra d'obtenir une note sur 100 et ainsi pouvoir déterminer si oui ou non, Cyberpunk Edge Runners est à la hauteur de sa réputation. L'intrigue. Commençons par l'intrigue. L'anime se passe à Night City, l'une des pires villes que j'ai jamais vues. En gros, prenez Paris, mettez-y 20 fois plus de criminels, tous équipés de lames et de roquettes qui leur sortent des bras, rajoutez ensuite le fait que c'est Apple et Google qui dirigent et qui ont tous les droits, et ce sera un début pour comprendre l'enfer que ça peut être. On y suit donc David, qui, après la mort de sa mère, décide de se greffer un implant surpuissant qui lui permet de ralentir le temps. Il va alors tout faire pour survivre et devenir une légende de Night City. Bon ça, c'est le speech de base. Maintenant, comment le mettre en forme? Eh bien, 3 choses sont importantes pour faire une bonne intrigue. Tout d'abord, elles doivent être liées de la première phrase jusqu'à la dernière. Mais on ne doit s'en rendre compte qu'à la toute fin, au moment des crédits. Ensuite, chaque action de l'histoire doit avoir une raison. Il faut que rien ne soit laissé au hasard. Enfin, une bonne intrigue doit servir ses personnages. Elle est là pour qu'ils nous montrent leurs forces, leurs faiblesses et pour les faire évoluer. Alors, Cyberpunk Edge Runners a-t-il une bonne intrigue? Eh bien, l'histoire est excitante et bien ficelée du début à la fin. Quand on finit l'animé, on se rend compte que c'était la seule fin possible pour David. Au début, il vit une vie qui ne lui plaît pas. Il n'a aucun objectif et vit simplement pour accomplir le rêve de sa mère. Du coup, quand elle meurt, et qu'il se rend compte qu'il n'a plus rien à perdre, il décide de vivre une vie de délinquant en faisant tout pour devenir le contraire de ce qu'il était. Un homme respecté par tous, riche et sur qui on peut compter. Comme dans beaucoup d'histoires, le héros seul et abandonné va trouver un modèle, une nouvelle famille et même l'amour. L'histoire comporte plusieurs retournements de situation, des moments de tension, d'espoir et de tristesse. Mais ce qui rend cette histoire vraiment unique et originale, c'est qu'ici, le héros n'a pas vraiment de but précis, il cherche juste à devenir toujours plus puissant. Et en général, ce manque d'objectif clair du héros tuerait l'histoire, la faisant passer de récits passionnants où le héros se rapproche de plus en plus de son rêve, à une série d'épisodes où les événements s'enchaînent et on ne sait pas vraiment quand est-ce que le héros sera satisfait. Cependant, ici, le studio Trigger va justement utiliser cette faiblesse, en poussant David à être absorbé par son désir de puissance sans qu'il ne réfléchisse vraiment à quoi elle va lui servir. Je m'explique. Dès le début, on nous fait croire que David est différent, qu'il est destiné à de grandes choses. Après tout, est-ce que vous connaissez un animé où le personnage principal n'est pas spécial? Et David aussi en est convaincu, il a beau avoir vu Maine, son père de substitution, tuer Dario, son amante, et mourir juste après à cause de la cyberpsychose. La cyberpsychose est une maladie qui rend fou celui qui est un peu trop gourmand d'implants. Il a beau y avoir tous les personnages de la série qui lui disent que, s'il continue, il va mourir, il reste persuadé qu'à lui, ça ne lui fera rien. Et là où dans tout autre manga ou animé, le héros est effectivement spécial, et où chaque défaite lui permet de devenir encore plus fort, ici, nous sommes à Night City. Et peu importe à quel point tu es fort, peu importe les chemins que tu prends ou les choix que tu fais, Night City te rattrapera toujours. C'est comme si l'anime nous disait « On n'est pas dans un shonen, mec. C'est ça la vraie vie, et elle est cruelle. » Quand on voit Adam Smasher, réputé comme invincible et comme le plus fort du monde, on se dit tous que, comme Luffy face à Kaido ou Goku face à Jiren, il va se faire éclater, mais on va avoir un power-up qui va lui permettre de le vaincre. Mais... ils ont réussi à comprendre ce qu'on attendait et l'ont retourné contre nous pour nous surprendre. Cet animé n'est pas fait pour nous motiver, mais pour nous détruire. L'idée est incroyable. Mais qu'en est-il de l'exécution? Eh bien, c'est là que ça coince. Le studio a voulu raconter une histoire originale dans un univers complexe et en introduisant beaucoup de personnages en seulement 10 épisodes. Combien? Pour que ça rentre, ils ont dû tellement condenser l'histoire que c'est devenu une cartouche de caféine en intraveineuse. Alors c'est sûr qu'au moins on ne s'ennuie pas et qu'on a envie d'enchaîner les épisodes, mais il en découle un sentiment de trop rusher. Par exemple, la relation amoureuse entre David et Lucy est beaucoup trop rapide. Ils se rencontrent à l'épisode 2, et alors que Lucy est quelqu'un de très introverti et ne fait confiance à personne, à l'épisode 4, ils sont déjà ensemble. Ça donne l'impression qu'il nous manque des bouts d'histoire, comme la réaction du reste de l'équipe à la mort de Maine et Dorio, ou à la décision de Lucy de quitter l'équipe. De plus, à part celui de Lucy, on ne connaît aucun passé. Vous allez me dire que... J'en ai rien à branler, moi, du passé des gens. Tout ce qui compte, c'est qu'ils fassent leur part du boulot. Mais ça, c'est vrai que dans l'histoire pour les personnages, pas pour nous les spectateurs.
Connaître le passé de Main aurait apporté plus de drame et de profondeur à sa mort. Et expliquer la relation entre Rebecca et son frère Pilar aurait permis de mieux comprendre pourquoi elle ne semble pas triste, mais plutôt énervée de n'avoir pas pu le tuer elle-même. Enfin, la conséquence la plus grave, c'est que la relation entre l'équipe et David n'est pas assez montrée. On voit juste un best-of de 5 minutes des moments qu'ils passent ensemble. Résultat, quand un personnage comme Pilar meurt, même si on ne s'y attend pas et que la scène est très belle, elle ne nous rend pas triste et nous détache même de David. Car si lui perd un camarade, nous, on a juste vu une scène stylée. C'est pareil pour Kiwi. Quand Main la tabasse et qu'on pense qu'elle va mourir, ça nous fait plus de peine pour Main parce qu'il va décevoir David que pour Kiwi en elle-même. Si l'anime faisait juste 2 épisodes de plus, le studio d'animation aurait pu mettre plus de scènes où on apprend à connaître les personnages et créer un vrai lien entre eux et le spectateur. Ainsi, l'impact de chaque mort et de la fin aurait été sans aucun doute décuplé. Pour l'intrigue, Cyberpunk Edgerunners récolte donc la note de 19,5 sur 26. Mais ne vous en faites pas, car au-delà de l'intrigue, ce qui est impressionnant avec Cyberpunk Edgerunners, c'est l'univers. À la base, Cyberpunk est une série de jeux de rôle dont la première édition est sortie en 88. Aujourd'hui, c'est 4 éditions du jeu, des dizaines de livres et un gros jeu vidéo sorti il y a quelques années. L'univers est riche, rempli de détails, et chaque lieu, chaque profession, chaque action du quotidien est différent de notre monde. C'était donc un énorme défi pour le studio d'animation de nous immerger dans un monde aussi complexe en seulement 10 épisodes. Alors comment ont-ils fait ? Eh bien, ils ont rien expliqué et ont fait confiance aux spectateurs pour comprendre tout seul. Si vous avez joué aux jeux vidéo, vous vous y retrouverez et vous adorerez. Tout est fidèle. Les bâtiments, les gangs, les véhicules, même les bruits de téléphone sont issus du jeu. Le problème, c'est que c'est aussi le cas pour le vocabulaire. Et là où quelqu'un qui a joué aux jeux vidéo comprendra ce qu'est Arasaka et Militech, ce qu'est un fixeur, un choum et un netrunner. Quelqu'un qui est juste venu regarder un simple animé sur Netflix doit constamment essayer de comprendre ce qu'il voit ou entend. Ça donne l'impression de regarder un monde et une culture complètement différente de la nôtre. Ce qui peut paraître intéressant à première vue, mais en réalité, cela nous sort juste de l'histoire, car on se rend compte qu'au final, nous ne sommes qu'un spectateur. Heureusement, on reste spectateur d'un univers tellement intriguant et riche que ça donne un aspect gacha. On a toujours envie de voir quel nouveau personnage va apparaître, avec quel design et quelle arme. On se rend compte que tout est possible. Avoir un ou plusieurs yeux, pouvoir sortir des lames et des guns de son corps, ou même ralentir le temps et contrôler la gravité. En plus, la ville de Night City est vraiment intéressante. Elle est comme une prison qui enferme nos rêves et nos espoirs et où il est impossible de s'échapper, dégageant une sensation de désespoir, de chaos et d'insécurité. La ville est dominée par des méga-entreprises qui dictent la vie des citoyens et les exploitent sans relâche. Elle est le symbole même des inégalités extrêmes, où certains vivent dans les plus hautes tours et peuvent littéralement faire tout ce qu'ils veulent à qui ils veulent, pendant que la grande majorité des habitants se battent tous les jours pour leur survie. Night City semble vivante, et on finit par s'imaginer nous-mêmes dans cette ville, dans ce monde, à pouvoir contrôler notre apparence comme on veut, et à juste avoir à payer pour avoir des super pouvoirs. Et vous savez quoi ? C'est possible ! Ça vous coûtera juste 60 €. Et oui, 2 ans avant sortait Cyberpunk 2077. Ça a été un gros flop. Le jeu était très mal optimisé, rempli de bugs et considéré comme injouable par beaucoup de joueurs. Un véritable échec critique et commercial. Grâce à des mises à jour régulières, le jeu a réussi à remonter un peu dans l'estime des joueurs. Mais quand l'anime est sorti, il y a eu 4 fois plus de joueurs simultanés et le jeu est carrément passé numéro 1 sur Steam pendant plusieurs semaines. Normal. N'importe qui après avoir vu l'anime a envie de se balader dans les rues de Night City, de modifier son corps à sa guise et d'aller se venger de ce putain d'âme smasher. C'était une bonne stratégie commerciale et c'est difficile de leur en vouloir car le résultat est excellent. On ne souhaite pas jouer au jeu parce qu'on reste sur notre faim, mais au contraire, parce qu'on était tellement absorbé par l'univers qu'on a envie d'en voir encore plus. Cyberpunk Edgerunners s'en sort donc avec la note de 14 sur 16 pour son univers immersif et captivant, mais peut-être un peu trop compliqué pour ceux étrangers à l'univers de Cyberpunk. Bon, qu'est-ce qui manque à une histoire quand on a l'intrigue et l'univers ? C'est simple. Les personnages. Pensez à One Piece, et vous allez penser aux Mugiwara ou à leurs adversaires. Maintenant, pensez à Naruto ou Bleach. Encore une fois, ce sont bien les personnages qui nous viennent en tête. Ce sont eux qui nous font vibrer et qui nous amènent avec eux dans leur périple. Alors, il est essentiel qu'ils soient marquants et bien écrits. Du coup, comment s'en sort Cyberpunk Edgerunners ? Eh bien tout d'abord, parlons du héros, David Martinez. Un ado rebelle et intelligent qui se sait destiner à de grandes choses mais qui n'arrive pas à trouver sa place. Au début, il vit uniquement pour sa mère, qui rêve qu'il fasse de grandes études et finisse un jour au sommet de la tour Arasaka. Mais quand elle meurt, il perd sa raison de vivre. Pourquoi continuer à étudier si sa mère n'est même plus là ? Pourquoi continuer à bien se comporter et à faire des efforts alors que tout le monde se fiche de lui ? Le monde est pourri, et la seule manière de pouvoir y vivre, c'est d'avoir de l'argent. Il va alors se greffer à un centre de Vistan et va vivre sa vie comme il l'entend.
Un centre d'avistin est un implant cybernétique permettant à son porteur de ralentir le temps. David est fascinant. On attend toujours de savoir jusqu'où il peut aller et on se demande d'où lui vient sa tolérance aux implants. On s'attache à lui, on a envie qu'il réussisse et qu'il devienne surpuissant. Mais plus l'histoire avance, plus on se rend compte de ce que David est devenu. Alors que ce n'était qu'un ado innocent, il a de moins en moins de scrupules à détruire et à tuer. Que ce soit des policiers qui ne font que leur travail, une équipe de secours médical ou simplement une mère de famille. David est devenu comme les criminels qui ont causé la mort de sa mère. Ce n'est plus un héros, mais un simple terroriste qui utilise sa force et son argent pour lui-même. On se dit que ce n'était peut-être pas la bonne vie pour lui. Pour David, tout ce qui importe, c'est d'être avec les gens qu'il aime et les rendre heureux. S'il n'écoute pas leurs avertissements, c'est parce qu'il doit les protéger. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. Au final, ce n'était qu'un ado, au cœur trop grand pour Night City. À la fin de l'animé, David est finalement parvenu à monter au sommet de la tour Arasaka, a permis à Lucy d'aller sur la lune, et, le jeu le confirmera, est devenu une légende de Night City. Parlons maintenant de Lucy, sûrement le personnage le plus controversé de l'animé. C'est une jeune femme introvertie qui n'aime pas parler de ce qu'elle ressent ou de son passé, et ça se comprend. Elle est née dans un centre Arasaka et a passé son enfance à travailler pour eux. Quand elle s'est rendue compte qu'elle allait en mourir, elle s'est échappée et a fui jusqu'à arriver à Night City. Son rêve est d'aller sur la lune, car il n'y a aucun endroit pour elle sur Terre. La plupart des reproches faits à Lucy sont qu'elle serait égoïste et qu'elle ne dit rien à David sur ses activités nocturnes. Alors oui, Lucy était égoïste et ne pensait qu'à sa survie. Mais c'était avant de rencontrer David. Elle, qui d'ordinaire a du mal à se lier aux gens, elle a directement eu une connexion avec lui. Elle a senti sa confiance sans faille envers les autres, sa volonté de tout sacrifier pour protéger les gens qu'il aime, et ça l'a profondément touchée. Il était tout ce qu'elle aurait voulu être. David a une sorte d'innocence qu'elle ne pourra jamais avoir à cause de son enfance. Quant à David, il est tombé amoureux de Lucy parce qu'elle représentait la vie qu'il voulait. Une vie de danger et de risque. Il voulait se sentir vivant. Alors bien sûr que c'était le coup de foudre avec Lucy. Elle est folle, mystérieuse, impulsive et n'a honte de rien. Et puis elle semble malheureuse, alors il ressent le besoin de l'aider. Lucy n'est pas égoïste, elle aime simplement David. Et pourquoi elle ne lui a rien dit sur les plans d'Arasaka? Parce que s'il avait appris que la plus grosse entreprise du monde s'intéressait à lui, ça l'aurait juste encore plus persuadé qu'il était spécial et il aurait encore plus modifié son corps. Lucy savait que David aurait tout fait pour la protéger et pour protéger ceux qu'il aimait, et que ça allait finir par lui coûter la vie. Et bien sûr, elle ne voulait pas que ça arrive, mais elle ne pouvait pas l'empêcher de vivre la vie qu'il avait toujours voulu. Alors, elle a quitté le groupe et a passé ses nuits à protéger David. Elle a tout fait pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible la vie qu'il aimait, et pour prolonger au maximum le temps qu'ils avaient ensemble. À la fin, elle réalise enfin son rêve d'aller sur la lune, mais elle se rend compte que maintenant, ça n'a plus d'importance. En réalité, ce qu'elle veut avant tout, c'est être avec David. Waouh, c'est beau, hein, pas vrai? David et Lucy sont des personnages très bien écrits, avec des désirs et des rêves, mais aussi des faiblesses qui les impactent eux et leurs proches. Si seulement tous les personnages de la série étaient comme ça. Car oui, David et Lucy sont les seuls personnages qui sont complexes et paraissent vraiment vivants. Vous ne me croyez pas? Ok. Main est la grosse brute de l'équipe, le giga Chad qui devient le mentor du héros. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Que comme David il cherchait toujours plus de puissance et qu'il a succombé à la cyberpsychose. Oui, mais on ne sait même pas pourquoi il cherchait cette puissance, ni même depuis combien de temps il avait commencé à modifier son corps. Kiwi est la traître, elle répète qu'il ne faut faire confiance à personne, du coup elle les trahit parce que ils lui ont fait confiance, et après elle se fait trahir parce qu'elle a fait confiance à quelqu'un. Et oui c'est complexe, mais ce n'est pas le personnage qui est complexe, c'est l'explication. Rebecca est une loli imprévisible et psychopathe qui aime les guns et la bagarre. Elle aime ou déteste son frère, on sait pas, et elle se fait friendzone par David. Pilar, son frère, est déjanté comme elle et est le rigolo du groupe. Dorio est une femme garçon manqué qui sert de stabilité à l'équipe, et pour finir Falco est le chauffeur, discret mais avec un sens du devoir et de l'honneur. Et top! Waouh, moins d'1 minute! Alors oui, ce sont tous des personnages qui ont leur personnalité propre, mais ils ne sont pas profonds, et ils sont au final comme n'importe quel edgerunner de Night City, des mercenaires un peu foufous qui aiment vivre dangereusement. Du côté des adversaires, c'est un peu plus intéressant. Bon, on a Faraday, qui pour le coup est vraiment égoïste et n'hésite pas à utiliser les autres pour obtenir fortune, gloire et pouvoir. Mais ce sont les deux autres qui sont vraiment intéressants. Tout d'abord, on a la cyberpsychose. Elle est présentée directement comme la chose qui tue les edgerunners comme David, et c'est ce contre quoi il se bat tout au long de l'histoire. Elle est imprévisible, inévitable, et est responsable de la mort de Pilar, de Dorio et de Main. La cyberpsychose instaure vraiment un sentiment de fatalité. Peu importe à quel point David peut être résistant, c'est son destin et il n'y peut rien. Ensuite, on a Arasaka et Militech, deux méga corporations qui sont autant, voire plus puissants qu'un pays entier. Ils ont des ressources infinies, peuvent engager les meilleurs mercenaires
mercenaires du monde et sont tout simplement invincibles. Malheureusement, leur puissance n'est pas assez bien montrée dans l'anime, et c'est un peu du gâchis je trouve. Ils ne voulaient sûrement pas faire de répétition avec le jeu vidéo qui parle déjà de ça, mais le fait de montrer que peu importe à quel point David devient puissant, les mégacorpos peuvent le détruire quand ils le veulent, aurait augmenté le sentiment de fatalité. En réalité, dans Cyberpunk, tu as le choix entre faire partie d'une corporation ou en être la victime. Tu peux être aussi puissant qu'Adam Smasher et avoir le meilleur plan du monde, tu ne pourras jamais gagner face à eux. Et pour info, sachez que les deux cadres qui complotent avec Faraday ne sont ni les patrons ni même des hauts dirigeants de Arasaka. Ils sont remplaçables et tout le monde s'en fout d'eux. Finalement, à part Lucy, David et la cyberpsychose, tous les personnages ne sont pas assez profonds ou exploités. Ils n'apportent pas vraiment d'intérêt à l'anime, si ce n'est d'excellents chara-design. Mais on en reparlera dans le point suivant. En attendant, Cyberpunk Edgerunners récolte la note de 13 sur 20 pour ses personnages. Passons maintenant à un point que je suis sûr est très attendu. L'animation. Ici, nous allons juger l'animation et la direction artistique de la série. Pour moi, c'est vraiment là que la série se démarque le plus et est au-dessus de la moyenne. Le studio d'animation Trigger et le studio de jeux vidéo CD Projekt Red ont choisi d'adopter un ton très coloré et de ne rien censurer, que ce soit le sexe ou la violence. Et que dire de plus sinon que, sans aucun doute, c'était le meilleur choix possible. Le résultat est époustouflant. L'utilisation de couleurs vives et de néons colle parfaitement à l'univers cyberpunk, permettant de créer des ambiances de violence, de mystère ou de romance. Ils ont également intégré plusieurs styles d'animation différents. Un style très fluide avec des ombres exagérées dans l'épisode 6, un style très simpliste, limite enfantin pour les séquences de netrunning, un style surréaliste pour montrer le traumatisme de David, ou encore l'utilisation de la 3D pour les courses-poursuites en voiture. Les séquences d'action les plus folles sont fluides et compréhensives, et aucun détail n'est laissé au hasard. Tout est conçu pour que le spectateur garde ses yeux fixés sur l'écran et pour qu'il ait un véritable orgasme visuel. On arrive vraiment à être immergé dans Night City et on peut ressentir toutes les émotions des personnages, que ce soit la peur, la tristesse, l'épuisement, la joie, la colère et surtout la folie. Il y a plusieurs idées de mise en scène très ingénieuses, comme la cyberpsychose qui est montrée comme si c'était vraiment le corps et l'esprit qui rejetaient les implants, ou le simple fait de laisser une traînée au centre d'Avistan, ce qui permet un rendu très original. Les scènes de mort quant à elles sont répétées plusieurs fois pour encore plus appuyer la violence, et la caméra et le cadrage sortent aussi de l'ordinaire en proposant quelque chose de très dynamique. Le seul défaut qu'on peut relever est dans les scènes moins importantes, de dialogue par exemple, où ils font juste bouger les lèvres ou les yeux de manière répétée. Petite astuce pour les repérer, coupez le son et regardez juste la vidéo défiler, ça devient assez flagrant. Au-delà de l'animation, la photographie propose de nombreux plans marquants, comme Faraday devant Arasaka et Militech, la mort de Jimmy Kurosaki ou de Rebecca, et bien sûr, les plans de Lucy et David qui s'embrassent, associés aux couleurs rose et verte. J'aimerais finir en parlant des chara-design. Bien que comme on a vu les personnages en eux-mêmes sont sous-exploités, leurs chara-design, eux, sont parfaits et correspondent bien à leur personnalité. Par exemple, Kiwi, qui a un masque car elle cache des choses et ne dit pas tout. Men et Dorio sont bien sûr costauds et dévoilent leur buste parce qu'ils n'ont peur de rien, ou encore Rebecca est petite et mignonne pour contraster avec ses personnalités excentriques. Pour l'animation et la direction artistique, Cyberpunk Edgerunners récolte donc la note de 17 sur 19. Attaquons maintenant la dernière partie, l'audio. Tout comme l'animation, la partie sonore est pour moi l'un des plus gros points forts de l'anime. Les musiques renforcent encore plus l'immersion et l'utilisation du métal bien que quasi obligatoire pour correspondre au style punk, est tout de même super original. Je veux dire, je vous mets au défi de me citer un autre animé qui utilise du dark metal dans ses scènes d'action. Si vous en avez, mettez-la en commentaire parce que je suis très curieux. Et parlons de l'OST principale, I Really Want to Stay at Your House. Elle est d'abord présentée comme une musique joyeuse et envoûtante, puis devient au fil de la série de plus en plus triste. Quand on l'entend dans le dernier épisode, avec la mort de David, elle a le pouvoir de rendre nos yeux humides. Je suis désolé, je pourrais pas aller sur la lune avec toi. Et personnellement, depuis que j'ai vu l'animé, elle ne quitte plus ma playlist. La partie sound design est aussi d'excellente qualité, avec des bruits d'ambiance et des foleyes extrêmement réalistes. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, les foleyes c'est tout ce qui est bruit de pas ou bruit de portière par exemple. De plus, tous les sons FX viennent du jeu vidéo, et même si vous n'y avez pas joué, ils permettent une immersion totale dans le monde de Cyberpunk. Enfin, le doublage japonais est parfait, toutes les voix correspondent aux personnages et on arrive à ressentir toute l'intensité des seiyuu dans les scènes de tristesse ou de colère. Pour toute la partie audio, Cyberpunk Edgerunners obtient donc la note de 11,5 sur 14. Enfin, j'aimerais répartir les derniers points dans une partie un peu en vrac. Les bonus.
Je voulais juste parler des questions que l'anime soulève et des thèmes abordés, qui sont assez forts et très bien exécutés. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer d'aller vite. Déjà, on a le fameux dilemme, vaut-il mieux avoir une vie courte et compliquée mais faire ce qu'on aime, ou avoir une vie longue et simple mais dans laquelle tu ne réalises pas tes rêves? Ici, l'anime fait comme Inoxtag et nous encourage à poursuivre nos rêves, tout en nous rappelant de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de savourer chaque moment. Deuxièmement, il y a la quête de l'humanité dans un monde de technologie. Dans l'univers de Cyberpunk, plus quelqu'un se modifie, plus il risque d'être atteint de cyberpsychose. Sauf qu'à Night City, si tu veux pouvoir survivre, tu dois prendre le risque de troquer ton humanité, sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, en ne pouvant plus faire preuve de morale ou d'empathie. Et dernièrement, le thème de la fatalité. L'un des messages récurrents de l'anime est que personne ne peut échapper à Night City. David, malgré sa motivation et ses sacrifices, ne sera au final qu'une tentative de plus de se rebeller contre le système. Ici, les individus sont piégés dans un cycle de violence, de désespoir et de contrôle qui les détruit, peu importe la force de leur volonté. Pour tous ces thèmes marquants, je rajoute donc 3 points à l'anime. Enfin, j'aimerais parler de l'opening et de l'ending. Je n'en ai pas parlé avant, car je ne considère pas qu'avoir un bon opening ou un bon ending contribue à faire un bon animé. Ce n'est pas parce qu'un livre a une bonne couverture qu'il va être intéressant pour autant. Cela peut éventuellement aider à sa popularité, mais ils ne peuvent pas impacter sa qualité. Conclusion. En conclusion, bien que Cyberpunk Edgerunners se distingue par son animation et sa direction artistique originale, ses musiques immersives et ses thèmes profonds, l'anime souffre de certaines faiblesses. Tout d'abord, son univers, bien que très développé, peut sembler trop complexe pour les néophytes de Cyberpunk. Mais c'est surtout la narration trop condensée qui pose problème. Cela donne des personnages sous-exploités et peu profonds, et les relations entre les personnages nous paraissent artificielles. Ces faiblesses auraient pu être évitées facilement en développant l'histoire sur 12 épisodes au lieu de juste 10. Juste avant de vous dévoiler la note finale, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like et partagez à un pote qui pourrait être intéressé par la vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Et bien sûr, si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos du même style sur un autre manga ou animé, abonnez-vous, c'est gratuit. Bon, vous l'attendez tous, l'anime Cyberpunk Edgerunners récolte donc la note finale de 78 sur 100. L'anime, bien qu'excellent et original, n'est en conclusion clairement pas parfait. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non en commentaire et aussi sur quelle œuvre vous aimeriez que soit ma prochaine vidéo. En vous disant à très bientôt, c'était Oden